La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre de l'équilibre. Amis téléspectateurs, bienvenue et très ravi de vous accueillir à Asaratak de ce jour. Vous voyez que ça sent la joie et nous sommes toujours là, toujours installés, surtout avec le temps qu'il fait, le climat. Je m'adresse toujours quand il fait un temps comme ça avec le climat. Je m'adresse toujours aux hommes, aux personnes d'à côté. Il faut toujours sortir. Ne laissez pas le climat vous tromper. Et puis vous êtes là dedans et après vous créez des problèmes. Et puis après, c'est les gens qui courent partout. Nous sommes très ravis de vous accueillir. Et je parle certainement célibataire, justement. Donc, l'équipe d'en face est bien installée. Je commence par mon voisin direct, Monsieur Roumadi Ndjetouadjité, Rou Emmanuel. Waouh! J'espère que l'émission va atterrir. C'est certainement parce tu t'attaques aux célibataires et du coup tu mélanges mon nom, mais je te pardonne. Dis bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour aussi à nos auditeurs de la radio IFM. Très heureux d'être là, surtout pour ce deuxième numéro de la semaine. Justement. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le pilote, le copilote ou bien qui, je ne sais pas, mais jusque-là, je n'ai pas le titre exact de celui qui conduit et j'ai peur. Alors rassurez-moi avant que cela décolle. Hein. La peur de l'inconnu te pousse à te surpasser, donc c'est mieux comme ça. Que tu connais ce qu'il y a en face de toi, te posera de problème. Le doyen est tellement posé. Doyen, salam alaikum. Alaikum salam, Yazol. Kef halak? Bien, vous savez, comme dirait quelqu'un, contrairement à ce que dit quelqu'un, hein, nous, on n'est pas assis sur des œufs. Hein. On est très serein parce qu'on est respectueux de ceux qui nous suivent, hein, un peu partout sur les réseaux sociaux, au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. Nous sommes ici pour rendre service au public et à nos populations. Comme pour dire le devoir nous appelle et nous répondons présent. Ben, si vous le voulez. Alors, la seule dame parmi nous ce matin, c'est Milano ou Fifi, la brésilienne ou l'italienne, je ne sais plus, mais elle, c'est Milano. D'où tu sors tous ces noms-là? Je concocte avec mon voisin direct. Tu aimes fouiner, apparemment. Ouais. Bonjour, chers téléspectateurs, auditeurs de IFM. C'est toujours un plaisir de vous servir. Et je salue aussi le camp d'en face, les voisins. Je vous salue de ma propre main. Merci. Au moins, tu commences par nous saluer, c'est déjà bien. D'accord. Oui. On est stable. C'est ce que je voulais dire. Donc, elle anticipe, elle voudrait nous mettre dans du beurre. Mais non, la paix, c'est bien. Nous, on est très distinctifs. Toujours en bleu, toujours en harmonie, en tout cas. Oui, et ça arrive souvent. Hein. Est-ce que vous faites le constat, je ne sais pas. Alors, pour vous, amis téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir comme invité, comme personne ressource, cet homme qui a plusieurs casquettes. Nous l'avons courtoyé à l'université, dans les campus, tout ça. On l'a courtoyé, donc, certainement, toi qui nous suis, peut-être tu l'as courtoyé dans c'est beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voici pour vous l'invité de cet après-midi, le docteur Évariste Ngarle. Docteur, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va. Merci beaucoup de m'accueillir et je suis ravi d'être invité sur le podium. Donc apparemment vous avez et les auditeurs et les téléspectateurs. Et les internautes de et les internautes. Ceux qui me suivent aussi sur Facebook. Ah mais ça c'est un exploit. Ouais. D'accord. Ouais. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes comme chez vous. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Doyen, oui. C'est possible de saluer l'ancien doyen? Mais qui t'a passé l'information? Non, nous fûmes en fac de lettres. Hein. En fac de lettres, oui, je vois qu'il n'a pas changé parce qu'il aimait le blanc. Tout habillé en blanc. Et nous, on l'appelait doyen. Parce qu'eux, ils étaient en deuxième année et nous en première année de lettres modernes. D'accord. Alors, sur le plateau, j'appelle qui doyen? Bon,
il faut pas nous mettre en conflit surtout. Donc, désormais, pour m'adresser au docteur, je vais dire le doyen du doyen. Alors. Bon, comme tu veux, mais sans agression. Ouais. D'accord. Surtout ça. Pour nous permettre d'installer l'atmosphère qu'il faut, nous allons retrouver notre première rotation musicale et nous revenons. Ça me rappelait, je me promenais, mais bon, on n'est pas dans ça. D'ailleurs, on a fait coucou le lundi avec ça. Et voilà, avec Razolo et le groupe Korabi, nous allons simplement prendre le jingle du buzz et revenir à Milano. Firmine, nous sommes à toi. Je suis là. D'accord. Eh bien, rebonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je voudrais un peu m'attarder sur un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout dernièrement, le phénomène d'abandon des bébés. Donc, on constate ces derniers temps, hein, la mairie, que ce soit la police, que ce soit dans les quartiers, un peu partout. Il n'y a pas plus tard que hier, à Goudi, c'est dans le 8e arrondissement, on a assisté à une scène où, comme quoi, une mère qui venait d'abandonner un nouveau-né quelque part dans un coin un peu. Si la régie peut également afficher les images en même temps, l'image d'un nouveau-né qui a été abandonné dans un coin quelque part, et ça, c'est pas nouveau. C'est comme c'est récurrent et c'est tous les jours et c'est un peu partout. Pas seulement ici à N'Djamena, et même dans les provinces, on assiste aussi à ce genre de cas qui prend de plus en plus d'ampleur dernièrement. Alors, je me pose la question de savoir pourquoi abandonner ces nouveaux-nés qui n'ont pas demandé de naître à venir. Ces enfants sont innocents, on pouvait tout simplement peut-être aller toquer quelque part et puis confier ces enfants-là à des bonnes personnes qui peuvent prendre soin d'eux, ou soit à des associations également qui œuvrent également dans ce domaine. On a beaucoup de fondations maintenant qui s'occupent des enfants, des orphelins. Pourquoi ne pas les amener, les confier, que de les abandonner? Et quelquefois, il y a des mères qui partent jusqu'à assassiner même ces enfants avant de les jeter quelque part dans les caniveaux, quelque part. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment déplorable et c'est désolant également. C'est pourquoi j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, un peu attirer un peu l'attention de ces moments-là. Et il y a aussi un autre phénomène également, la circulation à sens unique devant la présidence.
hier, une personne a été victime, une personne a reçu une balle et les images sont vraiment, je dirais, c'est vraiment atroce. C'est statique quand tu regardes comme ça, du coup, c'est pas du tout bien. Alors, je me pose aussi la question, pourquoi ne pas faire des communications pour dire que voilà, la circulation dans cette zone-là est à sens unique et est-ce qu'il ne faut pas faire des communications tout autour? Et pourquoi tirer sur ces personnes-là? Parce que ça, ce n'est pas le premier victime, mais cette personne n'est pas la première victime. Un peu plus tard, c'était en mois de mars, si je me souviens, il y avait également une personne qui a été aussi victime sur cet axe-là. Mais ces messieurs-là, jusqu'à là, Philomène, on n'a pas eu encore les nouvelles qui seraient morts ou pas, mais l'autre était mort sur place. L'autre était mort sur place, oui. Et c'était un père de famille, un père de 2 enfants, et lui, il revenait du boulot. Et le cas d'hier, le monsieur est toujours à l'hôpital, j'ignore son état, hein, puisque... Bon, quand j'ai vu, et moi, aussitôt, je ne pouvais même pas regarder 2 fois cette eu image. La chair de poule, oui, justement. Alors, je me dis, ça fait très longtemps que moi, je n'emprunte même plus cet axe-là. Alors, pourquoi ne pas faire des communications tout autour pour sensibiliser la population? Ou bien, pourquoi ne pas tout simplement, peut-être, arrêter ces personnes-là pour leur dire que voilà, ici, il ne faut pas passer. Mais ailleurs, la présidence, c'est quand même ouvert et puis on laisse l'accès à tout le monde. Tu peux venir visiter et tout. Mais pourquoi pas ici où c'est interdit de passer devant la présidence? Et surtout, est-ce que c'est vraiment une menace pour le chef de l'État? Moi, je ne pense pas. D'accord. Alors, comme on a une personne qui est ressource ici sur le plateau et qui a vécu également beaucoup des événements auparavant, qui va nous parler un peu de cette situation-là, comment auparavant lui il avait vécu et entre-temps, comment est-ce que ça se passait. Et comme c'est quelqu'un qui a aussi fait le tour des autres pays, qui peut nous partager aussi un peu ses expériences. Ouais. Merci Philomène de nous servir à... Philomène. Firmine. Merci Firmine de nous servir. En tout cas, c'est de l'autre côté dont on est. Non. Tranquille. Merci Firmine de nous servir 2 plats, mais bien chauds. Ouais. 2 plats bien chauds parce que le premier, le phénomène d'abandon des enfants, la semaine qui vient de se boucler, c'est pratiquement 3 à 4 enfants retrouvés. Et cette semaine s'ouvre avec ça, donc on ne sait pas jusqu'à la fin de la semaine, ça va aller jusqu'à quand. Ben ça tombe bien, le docteur est là et voilà. J'ai cru entendre que vous allez dire le doyen là, mais vous avez eu peur. Hein? Le doyen des doyens. Le doyen des non-doyens. Ouais, c'est ça. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous, en tant que communicateur, d'abord, votre background de communicateur, journaliste, certainement vous avez appris ces phénomènes d'abandon de bébés. Oui, comme tout le monde ici sur ce plateau, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je crois que Firmine l'a rappelé, que ce soit au Tchad ou dans le monde. C'est depuis l'Antiquité que ce phénomène d'abandon d'enfants a existé. Tout le monde sait ici que l'un des premiers métiers du monde fut la prostitution. Et derrière un enfant abandonné se trouve certainement une femme délaissée. Alors, si aujourd'hui, ça et là, on découvre des enfants abandonnés, c'est un phénomène social qui révèle une profondeur qu'on ne peut mesurer l'ampleur du coup. Une femme qui abandonne son enfant après l'avoir porté pendant 9 mois. Vous savez, c'est difficile. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse une femme qui avait jeté son enfant dans un WC, son enfant dans un WC. Firmine parlait de caniveau. Et quand on a récupéré l'enfant, c'est comme si l'enfant était brûlé. C'est comme si l'enfant était brûlé. Vous savez, le contenu des WC, donc voilà, avec tout ce qu'il y a comme gaz et tout ça. C'est une femme, c'est une fille, et la fille vit aujourd'hui. La fille vit aujourd'hui. Elle est devenue une grande femme. Alors, une femme qui, après avoir porté dans ses seins 9 mois de grossesse, et qui l'abandonne, qu'est-ce qui peut bien justifier des cas pareils? Dans certains pays, les gens ont légalisé cette pratique. On a même eu à
créé des boîtes à enfants. Comme on fait des boîtes aux lettres ou des suggestions là, il y en a qui ont créé même des boîtes pour recueillir des enfants. Et Firmin disait qu'il y a des associations qui sont prêtes à recueillir les orphelins et tout ça. Mais est-ce que ces structures existent dans ce pays? Je ne peux pas affirmer tout de suite comme ça, s'il y en a ou il n'y en a pas, je ne peux pas me prononcer. Ce qui est vrai, quand on récupère ces enfants, on les met quand même quelque part. Mais il revient d'abord à ces mamans, à ces femmes qui abandonnent leurs enfants, d'aller vers ces associations, d'aller vers ces organisations et peut-être de demander leur service. Mais c'est un phénomène quand même écœurant. Et si cela se produit du jour au lendemain, ça veut dire que notre pays est en train de traverser une situation et il faudrait que le ministère de l'Action sociale, je ne sais pas s'il y a le ministère de l'enfance, je ne sais pas si ça existe encore parce que tellement que les ministères ont changé de dénomination, donc on n'arrive pas à maîtriser, que ces structures qui s'occupent de l'enfance là puissent se pencher sur ce cas qui aujourd'hui devient quand même phénoménal. Si aujourd'hui on découvre un enfant abandonné, 2 jours après ça revient, il faut que les autorités, je crois, et même tous ceux qui s'intéressent à cet aspect des choses-là, puissent se pencher sur le problème, sur le phénomène, afin qu'on puisse amoindrir. On ne peut pas éradiquer, mais qu'on puisse amoindrir au moins ce phénomène. Mais j'avoue que ça serait difficile de limiter parce que les femmes qui abandonnent les enfants, c'est parce que derrière, il y a une femme qui est délaissée, il y a une femme aussi qui est abandonnée. D'accord, alors moi je réfléchis, doyen, notre doyen, voilà, conseiller, moi je réfléchis toujours à haute voix, je me demande, mais quel courage est réunir par une femme, comme l'a dit le docteur, porter l'enfant pendant 9 mois, prendre cette douleur de la maternité là, faire venir l'enfant au monde. Par exemple, cet enfant qu'on vient de voir, c'est pas un enfant qui vient de naître et puis on a jeté. C'est certainement un enfant qui a fait 2-3 jours parce que l'enfant est bien entretenu, bien lavé, bien habillé avec des chapeaux, tout bien couvert, et puis aller le jeter. Quel courage on peut réunir jusqu'à ce point-là, doyen? Non, moi je ne parlerai pas de courage. Hein. C'est 2 faits qui heurtent, n'est-ce pas, le quotidien de la société. Hein. C'est des faits de société, malheureusement, qui n'encouragent pas, qui n'édifient pas. Je crois que ailleurs, comme le dirait quelqu'un, ailleurs, on retrouverait, n'est-ce pas, ces mères. Vous savez que la science a évolué. Nous avons ce qu'on appelle la police scientifique. À partir, n'est-ce pas, de vêtements de la mère, on peut prendre les empreintes et retrouver, n'est-ce pas, ces délinquants sociaux. C'est un fait de société. Et moi, je crois que sociologiquement, il y a un problème. Au point de vue du droit, il y a un problème. Parce que ces gens-là, ils s'exposent à des poursuites. Voyez-vous, ça c'est un crime. Nous disons que comment est-ce qu'on peut comprendre un moment de plaisir qui peut échouer, n'est-ce pas, à un crime? Voyez-vous. Donc c'est interpellatif. Et je crois qu'on encouragerait, n'est-ce pas, les services en charge de la sécurité d'ouvrir, ou le procureur d'ouvrir une information. Mais on peut les retrouver. Si un travail sérieux est fait aux environs, moi, j'ai appris une femme qui est venue déposer son enfant et qui est restée très loin pour voir ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer. Elle a mis là un biberon à côté, elle est restée loin pour voir qui. Et cet enfant a été pris et placé dans un orphelinat. Et c'est là où elle allait se déclarer que je suis la mère de l'enfant. Voyez-vous. Donc moi je me dis que la société, nous voulons bien que notre société évolue. Mais quand ça évolue, n'est-ce pas, avec des basses attitudes comme ça, c'est interpellatif et que les gens se saisissent
n'est-ce pas, de ces actions, j'allais dire, qui blessent la conscience, parce qu'on ne peut pas comprendre. Et quand on va au-delà, la religion dit que, ou alors le droit même dit que la vie d'un être humain n'est pas violable. Donc ça, c'est une violation flagrante. Et à tous les niveaux, on peut se saisir et puis retrouver ces gens, les amener devant un tribunal. Moi, je vais peut-être renchérir ce que mon voisin dit, comme d'habitude. Vous savez, je vais décortiquer un peu ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça veut dire, à un moment donné, on dit, on constate des faits de société. Souvent, quand on parle d'un enfant, il y a toujours une rencontre entre un monsieur et une femme. Il y a des messieurs qui, deux fois, après avoir enceinté, une dame disparaissent. Et c'est de ceux-là qu'on appelle des délinquants. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu, même les dames qui portent la grossesse jusqu'à accoucher et abandonnent, eux aussi aujourd'hui, on peut les appeler des délinquants, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau, je me dis, est-ce que tout à l'heure, par rapport à ce que le doyen a dit, c'est vrai, on a même pu identifier des personnes à Moundou récemment, une dame qui a déposé, on a réussi à la prendre, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, la femme a changé. La femme n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui peut amener jusqu'à ce point? Est-ce que le fait de simplement que ce soit une femme abandonnée, est-ce que ça donne raison à ce que la dame puisse aller jusqu'à ce point, jeter un enfant dans le cabinet, comme le docteur l'a dit? Alors là, je voudrais poser la question au docteur pour dire, est-ce que le fait qu'une femme soit abandonnée donne quitus de pouvoir jeter un enfant? De pouvoir abandonner? Non, d'abord, je me dis, lorsque vous parlez de faire intervenir la justice, le procureur, que ces femmes-là soient interpellées, ce serait gérer les conséquences. Or, il faut partir des causes. Okay. Il faut partir des causes. Alors, les gens n'ont pas communiqué beaucoup sur le port des préservatifs, le mariage. Hein. C'est à la racine qu'il faut essayer de voir pourquoi les gens arrivent à être en grossesse indésirée. Donc parler même des rapports sexuels. Justement, c'est à partir de la sexualité, contraception, c'est de tout ça qu'il faudrait qu'on s'appesantisse dessus. Parce qu'aujourd'hui, dès l'instant où une femme prend une grossesse, bon, on va gérer les conséquences, mais les causes, il faudrait qu'on sache comment c'est arrivé là. Quelqu'un a évoqué le cas de la religion. On dit on ne peut se connaître qu'une fois être marié. Aujourd'hui, les grossesses indésirables se comptent par centaines, sinon par milliers. Donc pour moi, je me dis, rien ne justifie le fait qu'une femme puisse abandonner son enfant. Mais je dis simplement, c'est des faits qui nous révèlent que lorsqu'une femme jette son enfant sur la poubelle ou au cabinet, quelque part, ça veut dire qu'elle a connu une déception. Et elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas supporter la charge de cet enfant-là, peut-être la seule, ou je ne sais pas, ou alors qu'elle ne veut pas de cet enfant, ou parfois aussi, elle ne connaît même pas le père de l'enfant. C'est ce qui conduit certaines femmes à dire, des fois quand on les interpelle, elles disent, dès que je vois l'enfant, il me rappelle son père. Alors, pour avoir reçu peut-être des déceptions, et puis pour s'échapper ou pour éviter, alors c'est même pas une raison, parce que tu ne sais pas, l'autre chose c'est que quoi, tu ne sais pas l'avenir que peut... Ça deviendra l'enfant. Oui, celui-ci. Oui, c'est ça. Alors, docteur, même si c'est gérer les conséquences, en tant que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas les annales de la justice, s'il s'avère de gérer les conséquences, quelles peuvent être les charges juridiques ou bien quelles peuvent être les conséquences, par exemple, que ces personnes-là, allant de la dame, certainement la dame dénoncerait le monsieur qui l'aurait abandonné et qui l'a poussé à ça. Quelles peuvent être les charges, les poids que ceux-là peuvent en faire face s'il s'avère qu'on les identifie? Non, moi je me dis plutôt que je suis pour qu'on essaie de voir le problème à partir des causes, de la racine. C'est de ça que je parlais. Okay. Au lieu de s'appesantir sur les conséquences, tu as évoqué tout à l'heure les méthodes contraceptives. Ouais. Les gens n'utilisent pas les préservatifs. Les gens ils font des enfants avant le mariage. C'est en amont que je voudrais qu'on essaie de voir
les voies et moyens d'amoindrir ce phénomène-là. Mais les conséquences, bon, je ne suis pas prêt encore à trouver une solution, une recette miracle, mais dès l'instant où on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut le faire? Ça ne va rien changer, parce que déjà à l'origine, d'autres vont continuer par prendre des grossesses et abandonner les enfants, et on viendra les arrêter, les interpeller, peut-être les juger et puis les envoyer en prison. Mais il faudrait qu'un travail soit fait en amont pour que les jeunes femmes ou les jeunes garçons... On se rappelle, il y a eu des moments où dans certaines écoles, par exemple, il y a des matières qui s'appellent l'éducation à la vie et à la famille. Pourquoi pas? Ces choses-là existent. Oui, oui. Alors, est-ce que ces choses existent encore, ou bien depuis quelque temps, puisqu'on a supprimé le civisme, est-ce que ces matières aussi ont été supprimées? On ne sait plus. Mais mieux qu'à l'école. Nous interpellons que cela soit refait. C'est beaucoup plus pour les jeunes qui commencent. Et si on ne les encadre pas, c'est ça. Absolument. Vous savez, sûr, demain, ça sera encore. Demain peut nous réserver d'autres surprises. D'autres surprises. La sexualité, c'est comme un sujet tabou dans notre société. Les parents ne veulent pas en parler à leurs enfants. Les gens ne veulent pas parler du sexe. Mais ce n'est pas possible. Il faut que l'enfant comprenne, découvre son corps. Ceux qui rejettent les enfants, comme c'est le cas, parfois c'est le premier rapport. Parfois c'est le premier rapport qui amène la grossesse. Parce que l'enfant, ne sachant pas que ce qu'il va faire là, va arriver à ce point-là. Donc le fait de ne pas d'abord, en dehors de l'éducation scolaire, dont tu évoques le cas, même au sein des familles, il faudrait que les gens se rendent à l'évidence qu'il faudrait parler du sexe aux enfants. Or, il est rare dans notre société que le père ou la mère puisse parler du sexe à ses enfants. Hein? C'est ça. Aladjef, je te raconte une histoire, peut-être pour compléter ce que le doyen a dit. Surtout le premier rapport, il y a un monsieur qui nous a un peu fait rire. Il s'appelle Antoine, il appelle son ami Jean-Pierre. Il dit, ce que tu as l'habitude de faire là, tu fais ça comment? Et puis moi, j'ai fait pour la première fois. Et c'est directement grossesse. Donc il demandait des orientations. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations. Oui. Il a besoin d'orientation. Il ne sait pas, il s'est hasardé. Et puis finalement, ça aboutit à quelque chose. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Mais moi, je crois que, comme le dit le docteur, hein, les causes sont sociologiques et sont profondes. Vous avez la pauvreté qui va avec. Les enfants, ou alors face à l'irresponsabilité des parents, qui poussent les enfants même à se mettre dans le commerce sexuel pour dire mais va te débrouiller, ou alors l'enfant qui vient poser ses besoins à un parent et le parent lui dit mais va te débrouiller. Autrement dit, ça signifie quoi? Il va se débrouiller comment? Donc moi je crois qu'il est évident que les causes sont profondes. C'est dans nos sociétés. Ici, on parle, n'est-ce pas, des associations, mais ma cousine ou ma tante qui est à Doyon, en Balkabra. Voyez-vous? Donc la cause est profonde. Il faudrait que les gens essayent de mettre les parents devant leurs responsabilités, de mettre les jeunes frères devant leurs responsabilités. Si nous disons que il y a eu une dépravation totale, n'est-ce pas, de nos mœurs, mais ça ne va pas s'accepter. Ce qui peut s'accepter dans les centres urbains n'est pas forcément acceptable, n'est-ce pas, dans nos centres, n'est-ce pas, ruraux. Donc il y a un travail profond à faire. Il y a un travail sociologique à faire, il y a un travail spirituel à faire, il y a un travail, j'allais dire, éducationnel à faire. Auquel cas, nous tel que c'est parti, hein, ça risque d'être... Nous avons des marchés Mokolo qui sont ici, mais si le marché Mokolo, qui est, n'est-ce pas, j'allais dire, l'image même de la sexualité banalisée, ben, si nous ne nous attaquons pas à ça. Mais doyen, est-ce que moi je me demande, est-ce que c'est pas dédouaner aussi les concernés en mettant plus la pression sur les parents? Est-ce que c'est pas aussi dédouaner, surtout que nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'évolution de la technologie, de tout ça? Aujourd'hui, les enfants ont droit et ont accès à des choses qui ne se discutent pas dans les familles, ont accès à des choses que la famille ne les permet pas. Et du coup,
Ce que l'enfant voit, l'enfant va appliquer. Aujourd'hui, les enfants de 12, 13, 14 ans, mais quand tu t'assois et que tu surprends leur conversation, toi qui es dans les trentaines, dans les quarantaines, tu te dis, mais où ont-ils appris toutes ces choses? Et puis toi, tu ne... Est-ce que c'est pas non, aussi... Moi, j'ai surpris Firmine. Firmine avec ses enfants en train... Mais il faut commencer la chose un peu plus tôt. Absolument. Il faut commencer... Oui, c'est comme on te dit, une maison qui n'a pas une base solide et, n'est-ce pas, à la merci, n'est-ce pas, de la tornade. Donc, il faut prévenir cette tornade en éduquant les enfants, parler du sexe, parler des choses. Parce que quand l'enfant sort de la maison, il a la liberté de tout faire. Or, si la base est déjà assise, bon, je me dis que les enfants de Firmine sont à l'abri. Non, justement, hein, doyen, jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne veulent pas parler de la sexualité à leur enfant. Alors, avec les réseaux sociaux, avec TikTok, où la sexualité est devenue, je ne sais pas moi... C'est banalisé. Oui, banalisé. Les enfants essayent de copier. Et puisque les enfants n'ont pas été... Copier, coller ou... Voilà. Je ne sais pas, en tout cas, du copier-coller ou bien... Du copier-coller, les informations. Et puisqu'ils ne sont pas éduqués à la maison, puisqu'ils ne sont pas sensibilisés, eux, ils copient tout. Et ils copient de la mauvaise manière. Et quand c'est comme ça, on va se retrouver tout simplement à gérer les conséquences. Ailleurs, nous, par exemple, avec un projet où on faisait les campagnes de sensibilisation de l'utilisation du préservatif, on est entré dans une famille où on nous dit, mais non, que ça c'est interdit, astaghfirullah, bismillah. Pourquoi on doit parler du préservatif et puis faire la démonstration que non, on nous a quasiment chassés de la maison. On est encore au CP1 de ça. Donc c'est compliqué. Alors qu'ailleurs, même à l'école, on enseigne toutes ces choses-là aux filles et aux garçons. Comment est-ce qu'il faut utiliser les méthodes de contraception? Comment est-ce qu'il faut utiliser le préservatif, par exemple? Ça permet également d'éviter les IST. Ça permet également, beaucoup de choses. Les maladies, surtout le virus du VIH également. Mais si les enfants, justement, mais si les enfants ne sont pas éduqués, et qu'ils découvrent comme ça sur les réseaux sociaux, et eux également, ils se permettent également de pratiquer. Donc, mais moi, je réfléchis, doyen. Ouais. Les parents qui n'ont pas eu la chance d'être... Non, les jeunes qui n'ont pas eu le temps, la chance d'être éduqués par leurs parents dans ce domaine et qui sont tombés dans ce piège et qui sont devenus à leur tour parents. Pensez-vous qu'ils ont les outils nécessaires pour éduquer? Parce que ces dernières années, on voit beaucoup de parents immatures, beaucoup de parents, mais beaucoup des enfants parents. Est-ce qu'on pense qu'ils ont les moyens d'éduquer leurs enfants dans ce sens, étant donné qu'eux, ils sont devenus parents parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ça? Non, vous savez qu'un enfant, une fois qu'il vient au monde, il appartient à tout le monde. Ouais. Il est éduqué par les voisins, par la société, par l'école, par le cinéma. Donc l'éducation vient de toutes parts. Et aujourd'hui, je me rappelle qu'en Angola, Agostinho Neto avait pris le pouvoir, je crois, en 1975. Et lorsqu'un enfant vole, l'enfant est arrêté avec ses parents. On dit que c'est le fruit d'une mauvaise éducation parentale. Ouais. Donc la responsabilité vient aux parents. Engagée. Donc si une fille jette un bébé dans la rue, dans la poubelle, et si on arrive à l'arrêter, tout à l'heure tu parlais des conséquences, il faudrait, si on la retrouve, il faut qu'on remonte jusqu'à ses parents. C'est parti d'où? C'est parti d'où, justement? Donc, il faut essayer. Mais justement, c'est de ça qu'il est question. Hein? Et ils ont éradiqué le vol en Angola au début des indépendances. Hein? Ça a été comme ça. Si je vole, attention, ils vont arrêter mes parents. Et les parents me disent, attention, ne sors pas. Et ils ont fait en sorte qu'au début de l'indépendance de l'Angola, Agostinho Neto a réussi, je ne dirais pas éradiquer, mais à maîtriser. Ouais. Voilà. Donc il faudrait qu'on reparte aussi à ces parents-là. Et ceux qui deviendront parents, chacun deviendra parent à son tour. Hein. Il sait que, oui, ce que je fais aujourd'hui, à mes parents, peut-être que demain, ça reviendra sur moi. Donc je me dis certainement que ceux qui sont en train de jouer, je ne sais pas, aux gentlemen, parce que ce sont ceux-là qui
C'est délinquant sexuel, comme vous l'avez dit. mais le mot est juste. Une chose qu'on peut aussi accorder à la DIEF, peut-être que on dit souvent les conséquences conseillent mieux. Ça corrige même. Ça corrige même. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des cas qui pourront peut-être à leur tour changer. Tous ne vont pas aller comme sur le même chemin, mais on peut se permettre encore, au bénéfice du doute, de croire à cela. Mais souvent, le cas dont vous dites là, par exemple, on a essayé de fouiller pour savoir qu'est-ce qui s'est passé d'une situation d'un jeune homme comme ça, mais on s'est rendu compte qu'à la base, il avait des parents séparés. Donc il n'était pas quelqu'un qui avait aussi la présence des parents à ses côtés. Donc ces situations peuvent être aussi des causes et puis qui peuvent engendrer. Maintenant, il va falloir qu'un travail soit fait surtout à la base. D'accord. Alors on va chuter parce que Firmin nous a amené deux sujets. Souvent quand elle vient, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête, mais bon, je vais vous la confier à on micro. Oui, on va la maîtriser. Voilà, le deuxième point, il revient aussi au dernier la circulation sans événements, j'allais dire aux derniers événements devant la présidence où les jeunes seraient passés attaquer les gardes à la présidence, tout ça. Ça fait de bruit et après des restrictions ont été données. La circulation au niveau, surtout devant la présidence, parce que c'est l'ancien axe qui conduit en ville que tout le monde connaît avant qu'on puisse ramifier d'autres axes. Donc, cette voie devient à sens unique. On peut aller, mais on ne peut pas revenir. Et aussi à des heures bien précises. Mais depuis que cette instruction a été donnée, beaucoup de choses se passent là-bas. On peut tirer sur quelqu'un facilement. Le cas, c'était hier. On a raté sa tête de justesse et c'est tout son organe buccal qui a été prise. Donc, c'est un peu réfléchir aussi autour de ça. Est-ce que les communications ont été suffisantes? Est-ce que les indications ont été données? Est-ce qu'on a besoin de tirer sur quelqu'un? Si quelqu'un passe, peut-être l'essence interdit, est-ce que l'interpeller, l'arrêter, l'amender, l'emprisonner? Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des méthodes de dissuasion qui peuvent être mises en route? Donc peut-être en quelques minutes, trop en 10, 12 minutes pour ça, avant que nous puissions chuter. Docteur, je vous vois sourire. Non. Mais lorsque vous évoquez ce cas-là, on lui a tiré dessus. Pourquoi? C'est une violation du code de la route. Et combien sont ceux-là qui violent le code de la route par jour? Et même devant la présidence, du côté de la garnison. Il y en a qui doublent à droite. C'est une violation du code de la route. Donc la cause, c'est que c'est une violation simple du code de la route qui a amené à cet incident grave. Comment le code de la route une simple violation du code de la route peut amener parfois à la mort. J'étais déjà jeune dans la Première République. Mon père travaillait à l'immeuble du PNUD qui est devenu maintenant de la DGC. C'est là où mon père travaillait comme secrétaire exécutif adjoint de l'UAC, Union des États de l'Afrique centrale. On quittait là, on allait à la présidence, il y avait 2 policiers. Il y avait 2 policiers qui étaient là. Et la présidence, c'est un lieu d'abord historique. Il y avait Hissène Habré qui avait déplacé un temps pour l'amener à l'école Béguinage, l'actuelle affaire étrangère, mais on l'a ramené. Donc c'est un lieu historique. Mais c'est aussi un lieu touristique. Et là, Firmin l'avait évoqué tout à l'heure. Dans certains pays, moi je connais mieux le Sénégal pour avoir séjourné là-bas. C'est là où j'ai fait le journalisme, comme vous le dites. Je voyais les gens aller se filmer à l'intérieur de la présidence. J'ai aussi fait la France. Si on ne vous dit pas que ça c'est l'Élysée, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Et pourtant l'Élysée c'est la présidence. Alors, comment pour une simple violation du code de la route, on puisse tirer sur quelqu'un? Ça revient simplement à ce problème de formation de nos agents de sécurité. C'est un problème de formation. Ils ont reçu des ordres de tirer sur tous ceux qui s'arrêtent ou qui passent dans le sens contraire. Mais un tir de sommation suffirait. Avec tout ce qu'il y a
Parce que c'est une distance de, je dirais, 1 kilomètre. Hein. Aujourd'hui, de l'ancien commissariat central jusqu'au ministère du Plan, ça fait facilement 1 kilomètre. Oui. Ils ont tout le temps d'arrêter la personne. Oui. Un coup de sifflet ou c'est pas un tir de sommation permettrait à ceux qui sont devant de l'interpeller. C'était plus simple que de lui envoyer une balle. Quand vous dites on l'a raté, la bouche c'est dans la tête. Hein. C'est toujours la tête. encore plus grave aussi. C'est encore plus grave. Rien ne rassure qu'il peut sortir sain et sauf aussi. Il y a aussi cet aspect. Son système est complètement broyé. Hein. Voilà. Il va parler comment, tout ça. Non, moi je C'est pense dommage, que c'est dommage. il n'y a pas à trop épiloguer dessus. C'est de la bavure. C'est vraiment de la bavure, une fois de plus. Et je voudrais ajouter à ce que le doyen a dit, c'est quand même faire offense, n'est-ce pas, à la liberté, au droit de circuler. C'est pas parce que c'est la présidence qu'on ne peut pas passer devant la présidence. Le doyen cite le Maroc, le Sénégal. Au Maroc, mais tu peux aller faire des photos avec les gardes qui sont devant la présidence. Ah, mais ici, il faut essayer. Hein? Donc, moi, je me dis, et une question, n'est-ce pas, de formation qui manque de pédagogie totalement. Et il y a une question aussi d'un contexte sécuritaire qui ne devrait pas, en principe, priver sur la liberté individuelle de circuler. Mais si on ne circule pas devant la présidence, on va circuler où? La présidence, oui, est logé le président qui a été élu. Donc ça signifie qu'il exerce son pouvoir parce qu'il a été élu. Mais les militaires font que le président élu est devenu comme un prisonnier. C'est pas normal. C'est pas normal. Qui sont coupés du peuple. Coupés du peuple qu'il a élu. Le peuple l'a élu. Mais on ne peut pas le mettre dans une bulle et puis violer, n'est-ce pas, le droit qui permet à la population de circuler librement devant la présidence. On peut circuler. Donc moi je me dis, c'est vraiment une bavure et moi... Pour le premier cas en mars dont Firmin a fait, lorsqu'on voit la sortie du procureur, lorsqu'il faisait la déclaration, il a dit des tirs de sommation qui a mal tourné. Alors, je me pose la question, est-ce que des tirs de sommation se font en visant ou bien se font en l'air? Parce que je ne fais pas partie de l'armée. Mon métier se posait cette question. Ah, mais ce procureur également était dans une bavure. Il était dans une bavure. Parce que la façon la balle a pris, la personne s'était visée et tirée. Mais quand c'est une tir de sommation, parce que le doyen a dit des tirs de sommation pouvaient l'arrêter. Donc ici, les tirs de sommation peuvent prendre quelqu'un. Hein. Je vois, je perçois, vous aurez beau être, n'est-ce pas, éthiquement un agent de l'État. Mais lorsque on vous donne un petit pouvoir, alors vous devenez, n'est-ce pas, le gorille de la jungle. C'est difficile. Alors, si tu tiens à ta vie, il faut même Docteur, pas passer par là. je voulais... C'est clair. On ne pose pas de questions, mais je voulais poser la question aux juristes qui en vous. Face à ces cas de figure-là, le gendarme qui a tiré, qu'est-ce qu'on en fait? Est-il protégé par une immunité, par quelque chose? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais rien. D'abord, on ne saura même pas qui a tiré. Ouais, c'est ça. Hein? On ne saura même pas qui a tiré. S'il réussit à appuyer sur la gâchette, c'est qu'il a reçu des ordres d'en haut. C'est ça. Ils sont là pour ça. On ne peut pas... Généralement, c'est des gens qu'on poste mais pour la dissuasion. Ils doivent avoir des armes sans balles, en principe. En principe. S'ils ne sont pas là pour tirer ou pour tuer, là, on leur donne des armes, mais c'est pour dissuader seulement les gens. Mais s'ils restent avec des armes chargées, c'est qu'ils ont reçu des instructions allant dans le sens de tirer sur ceux qui violent cette interdiction. Mais ce qui est sûr, on ne saura pas qui a tiré, et même si on le sait, rien ne leur arrivera. Vous avez évoqué le cas des événements passés. Il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Comment les gens peuvent faire un coup d'État avec des trouelles, avec des pelles, des marteaux, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens avaient? C'est un coup d'État de maçon. Non, moi je pense que, docteur, ce que vous dites est intéressant et il va falloir que si on nous écoute, il faut repréciser les choses. Je comprends maintenant bien parce qu'en fait, on se dit,
un monsieur a été abattu parce qu'il a pris le sens interdit. Mais il faut qu'on comprenne. C'est une violation du code de la route. Ce n'est pas une violation des règles de la présidence. La présidence l'a élogé le président. Le président, c'est nous qui l'avons élu. Comment on ne peut pas passer devant chez lui? Il faut qu'on nous explique ça aussi. C'est pas sérieux. Sinon, on va continuer. Moi, quelqu'un m'a demandé dans le quartier, finalement, il faut qu'on mette une porte. C'est mieux. Comme ça, ils ferment, ils n'ont qu'à garder la clé. Non, il y a des barrières, s'ils veulent. Il y a des barrières. On peut mettre des barrières en venant de l'autre côté. Mais vous savez aussi, une des raisons, vous savez, jusqu'à ce matin, beaucoup n'ont pas eu leur salaire. Et je me demande bien si la victime était nouveau à N'Djamena. Ouais. Les Tchadiens ont trop de problèmes. Les gens ont trop de problèmes. Il se pourrait quelqu'un qui sait que c'est interdit, qui est perdu carrément. Mais à un certain moment, les gens sont imbibés dans des situations dures, difficiles à la maison. Submergés, merci. Il sait même plus où est-ce qu'il est en train de partir. C'est possible. Hein? Ouais, c'est possible. C'est des hypothèses qu'il ne faut pas écarter. Les gens sont habitués à gagner le 24, le 25, et puis jusqu'à hier, les gens n'ont pas eu le salaire, mais beaucoup de parents sont devenus presque des demi-fous. Alors, est-ce que c'est un nouveau à N'Djamena? Est-ce que c'est un ancien? Toute la question est là. Ah oui, nous posons cette question parce que rien ne vaut une vie. Peu importe les violations qui peuvent exister, rien ne vaut une vie. Sinon, les assassins, qu'on les interpelle, les assassins, qu'on les arrête, seront exécutés à la place publique. Mais notre pays a ratifié, donc notre pays n'exécute pas la peine de mort, notre pays n'est pas dedans, et c'est pas parce que quelqu'un a violé le code de la route qu'on doit lui ôter la vie. Alors, si on ôte la vie de quelqu'un qui a violé le code de la route, alors que ferons-nous? Sera-t-il des gens qui braquent? Des bandits de grand chemin, ceux qui assassinent, ceux qui détournent des milliards dans l'administration publique, ceux qui sont ennemis de l'État, tout ça, que ferons-nous de cela? C'est une réflexion. Nous chutons simplement en quelques minutes avec Ndjetodide Romadi Emmanuel dans la découverte en une seconde. Emmanuel, tu as une seconde. Alors, une seconde, je ne sais pas ce que tu veux me faire dire ici sur le plateau, mais je voudrais simplement interpeller à faire attention un peu. Lorsque certaines situations se passent, on s'agite et puis pour simplement plaire au roi, de fois on prend des mesures. Mais vraiment, soyons conséquents. Rien ne rassure que demain, ça peut être aussi un de vôtres qui peut passer par là. Donc faisons attention pour que le pays là, puisse aller bien. En une seconde, je crois que j'ai tiré ce que je pouvais tirer. Merci Emmanuel. Alors, docteur, merci d'être passé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre expérience, votre clairvoyance nous a vraiment fait du bien sur le plateau. Et à tous nos téléspectateurs, nos internautes, les auditeurs qui nous suivent. Merci beaucoup, docteur. Merci de m'inviter. Je serai prêt encore à revenir une prochaine fois. D'accord. Firmin, il faut noter ça. Et le docteur nous promet de revenir les prochaines fois. Alors, doyen, merci beaucoup. Mais écoutez, la vie vaut la peine d'être vécue. Comprends qui comprendra. Le voisin du voisin. Merci à la Dieu, ce fut un plaisir en tout cas. Firmin. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci d'être là. Merci de nous avoir suivis. Mais il est important de faire attention parce que sur les deux sujets, tout fait allusion à la vie. Ceux qui abandonnent les enfants, ceux qui jettent les enfants et ceux qui en ôtent la vie. Alors, rien ne vaut la vie. Travaillons de sorte à garder toujours le Tchad debout. Au revoir.